Donc, Azoul, à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver par cette nouvelle session en ligne. Avant d'entrer dans le vif sujet, je tenais à vous rappeler que ce rendez-vous aujourd'hui s'inscrit, comme le précédent, bien sûr, dans notre logique de suivi et d'accompagnement continué, à savoir que vous bénéficiez déjà des ressources et d'un soutien personnalisé directement sur la plateforme. Et cette séance est donc, ça s'inscrit dans cette logique complémentaire pour approfondir bien sûr vos connaissances et bien sûr vous soutenir tout au long de votre parcours. Toutefois, j'attire votre attention sur le calendrier, à savoir que les examens s'approchent à grands pas. Il est désormais essentiel de doubler les efforts et de passer à une phase de révision, bien sûr, intensive. Pour réussir la tâche, bien sûr, je vous donne 2 conseils méthodologiques. Donc, premièrement, essayez de lire attentivement l'intégralité des articles que vous avez sur la plateforme. Ne vous contentez pas seulement d'un survol, mais essayez de lire attentivement, de relever des notes, de noter des citations que vous jugez utiles et qui vous semblent pertinentes, à savoir qu'ils peuvent vous seront de meilleurs outils pour étayer plutôt et soutenir vos arguments lors de l'examen. Et ensuite, essayez d'organiser des sessions de collaboration en ligne entre vous. Donc, l'apprentissage collectif ou l'apprentissage par les pairs, c'est vraiment un levier puissant pour consolider vos acquis. Donc, essayez toujours de travailler dans cette perspective collaborative. Nous allons maintenant passer à la partie pratique de notre séance, l'objectif principal. J'invite le groupe concerné, je pense que c'est le groupe numéro 3, à partager son écran et à projeter sa présentation. Bien sûr, qui va s'articuler généralement sur la carte conceptuelle et le compte rendu des chapitres 1 de l'article La communication numérique de Camille Allouin. Et pour les autres, restez actifs bien sûr et je vous demande de noter vos observations, vos questions tout au long de l'exposé ou de la présentation. Et bien sûr, nous ouvrirons un temps d'échange à la fin de la séance. Donc, sans trop tarder, je passe la parole au groupe numéro 3 pour projeter sa présentation. C'est bon. C'est bon. Oui. Allez-y. À vous la parole, mademoiselle. Oui, vas-y. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre sujet sur l'article de la communication numérique de Camille Allouin. Chaque jour, un simple clic, un commentaire ou un partage suffit pour rendre un message visible et lui donner une portée élargie. Dans cet univers numérique, communiquer ne consiste plus seulement à parler, mais à interagir, laisser des traces et construire une identité en ligne. À travers ce chapitre, Allouin Camille à comprendre comment les usages numériques des plateformes transforment la manière de l'information qui circule. Je donne la parole à Hind pour présenter le plan. Oui, donc bonsoir à tous. Pour aborder ce sujet, nous suivrons le plan suivant. Nous commencerons plutôt par une introduction.
Il y a un contexte général. Ensuite, nous explorerons les concepts clés après l'approche de l'auteur et la carte conceptuelle, puis les apports et les limites avant de conclure. Donc, premièrement, introduction. Dans l'univers numérique, communiquer dépasse le simple fait de parler. S'il s'agit d'interagir, de laisser des traces et de construire une identité en ligne. Selon Camille Allouin, les plateformes, les usages et les logiques numériques transforment profondément la circulation de l'information et les relations entre l'individu. Ce chapitre intitulé La communication numérique s'inscrit dans le domaine de la communication numérique et vise à montrer comment les organisations et les individus peuvent concevoir et gérer leur présence en ligne. Elle prend compte l'évolution rapide du web où les émotions, l'engagement de l'utilisateur et les interactions sociales sont centrales sur le web affectif. Le chapitre abordait également les enjeux éthiques et méthodologiques pour aider les lecteurs à analyser, planifier et appliquer des stratégies numériques adaptées à différents publics, tout en restant responsable et critique face aux pratiques en ligne. Maintenant, on va voir le contexte général de Camille Allouin. Camille Allouin, plutôt, c'est un enseignant, chercheur spécialisé dans le web, affective et stratégie de communication numérique. Camille Allouin explique comment construire une stratégie numérique pertinente et durable, intégrant l'usage public et enjeux éthiques. Je passe la parole à Yousra pour expliquer les concepts clés. Oui, pour les concepts clés, l'auteur est destiné les médias sociaux, c'est la connexion, et des réseaux sociaux, c'est la production de contenu. J'ai une question à vous. Est-ce qu'en utilisant Instagram est la même manière que WhatsApp? Oui, petit Sam. Non, il y a une différente manière d'utilisation d'Instagram par rapport à WhatsApp. Une grande différence entre les deux. Oui, mais la différence, c'est quoi? Dans WhatsApp, dans Instagram, on peut voir des vidéos, on peut faire des lives. Par contre, dans WhatsApp, ne peut pas faire les lives, ne peut pas seulement la voir des discussion. vidéos. Voilà. Oui, c'est ça. C'est Camille Allouin fait une différence importante. C'est les médias sociaux servent surtout à créer des liens et interagir. Par exemple, un groupe pour discuter, par exemple, pour une organisation, une soirée. Et les réseaux sociaux sont davantage orientés vers la création et la diffusion de contenu, par exemple des vidéos, des images. Et aussi, pour sonner l'importance de l'identité numérique à travers les traces volontaires agréantes et calculées. Mais premièrement, identité numérique n'est pas simplement une photo de profil, c'est une image globale qui est construite à travers 3 types de traces laissées sur Internet. C'est premièrement volontaire, c'est l'information que l'utilisateur publie lui-même, c'est-à-dire ce que vous dites de vous. Et acquiescente, c'est l'action comme aimer, partager et commentaire, c'est-à-dire ce que vos actions disent de vous. Et calculer ces données collectives automatiquement par les plateformes, les traces influence et la réputation de la visibilité en ligne. Et il crée les communautés en ligne.
sont des groupes dynamiques animés par d'intérêts communiqués. Premièrement, les communautés en ligne sont des groupes d'internautes qui sont rassemblements autour d'un même centre d'intérêt, par exemple culture ou marque ou loisirs. Elles sont dites dynamiques car elles évoluent constamment grâce aux interactions, à l'échange et à l'engagement des membres. Oui. Et pour la viralité, premièrement, le web moderne fonctionnait grâce aux émotions et algorithmes. J'ai une question, s'il vous plaît. Pourquoi partagez-vous un contenu? Est-ce que par logique ou par émotion? Vous pouvez répéter votre question? Oui. Pourquoi partagez-vous certains contenus? Est-ce que par logique ou par émotion? Depuis mon point de vue, par exemple dans Instagram, c'est ça. C'est ça votre question dans Instagram, dans Facebook, n'est-ce pas? Oui, oui. Non, c'est par émotion, par de logique. Quand Par vous logique. partagez une photo dans un espace, c'est pas émotion, pas logique. C'est mon point de vue. C'est ça. C'est deux mots. C'est la viralité. Et la viralité désigne la capacité d'un contenu à se diviser rapidement et largement sur Internet. Cette diffusion est favorisée par les algorithmes, c'est la logique, et des plateformes qui mettent en avant les contenus populaires partagés de fortes réactions. Et pour d'extrémité et le web effect, qui mobilisent émotions et interfaces. L'eximité correspondant au fait de rendre public des éléments de la vie personnelle sur web, mais le web effect désigne un web centré sur les émotions, par exemple like, réaction, ses commentaires. Les interfaces numériques sont conçues pour encourager l'expression émotionnelle, c'est-à-dire traduire un sentiment. Je laisse la parole à Hind. Oui, Shahrazad, continue. Je pense que Shahrazad. Pour l'approche de l'auteur combine réflexion théorique et exemples concrets pour illustrer ses propres. Par exemple, il a utilisé Oasis. C'est quoi Oasis? C'est un exemple concret d'entreprise d'alcool ou de marque sert à montrer comment une marque communique en ligne. Aussi, il a utilisé Noble. Mademoiselle, Oasis, ce n'est pas une entreprise d'alcool. Qu'est-ce que vous dites? Oui, monsieur, Oasis, ce n'est pas une entreprise d'alcool. Vous vous trompez. Oui, monsieur, j'ai une faute. Une entreprise de boissons sans alcool et non pas l'inverse. Oui, monsieur, j'ai écrit ça et j'ai stressé pour cela ces deux fautes. L'auteur combine une réflexion théorique, exemple concret pour illustrer ses propres. Par exemple, Oasis, Noble. Il s'agit d'un exemple issu de la culture numérique. Données statistiques provenant de CRIDOC, c'est-à-dire le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, fournit des données et études statistiques sur les comportements des individus. Et aussi de l'INSEE, c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques, fournit des informations fiables. Cette méthode permet de lier théorie et pratique afin que le lecteur comprenne à la fois les concepts et leur utilisation réelle.
Pour les outils qui utilisaient l'auteur, on a plusieurs outils parmi elles, moteur de recherche, c'est-à-dire pour trouver rapidement des informations fiables. On a aussi les vieilles, surveiller les tendances, l'actualité et les contenus pertinents. On a aussi l'analytique pour mesurer et analyser les performances et des contenus publiés. Ces outils aident les étudiants, les professionnels et les organisations à prendre des décisions éclairées et à optimiser leur communication. Et pour le public ciblé, on a plusieurs destinataires. L'étudiant pour apprendre et comprendre les pratiques de communication numérique. On a aussi les professionnels pour appliquer ces concepts dans leur travail quotidien. On a aussi l'organisation pour améliorer leur stratégie de communication et leur présence en ligne. Pour la structure de texte, l'auteur organisait son analyse autour des 7 questions clés. Ces questions guident la réflexion et permettent de couvrir tous les aspects essentiels. Pour la carte conceptuelle, on a la communication numérique qui peut donner une définition sur la communication numérique. D'après vous, c'est quoi la communication numérique? Essayez d'interagir directement, Iman et Aya. Ok. La communication numérique, c'est l'échange d'informations ou de messages par l'utilisation de technologies numériques. Oui, c'est ça. Ou on peut dire Donc, que c'est une manière dont les organisations utilisent, si on parle de l'article de Camille Allouin, pour communiquer avec le public CD. oui. Donc, la communication numérique désigne l'ensemble des échanges, des messages et de contenus diffusés via des supports digitaux, exemple par l'Internet, réseaux, applications, sites web, dans le but d'informer et sensibiliser ou engager un public. On a le pourquoi, c'est-à-dire les objectifs de la communication. Pourquoi communiquer? D'après vous, pourquoi communiquer? Pour interchanger des informations. Oui. On communique en ligne. Pour créer des liens? Oui. Oui, c'est bien. On communique en Pour ligne. partager, Oui, parlez. pour partager des idées. Pour partager, pour créer, pour interagir, pour créer sa réputation numérique. On communique en ligne pour toucher un large public, construire une réputation positive de l'organisation, par exemple, animer des communautés engagées et atteindre efficacement les objectifs fixés. Et pour le qui, c'est-à-dire le public par qui on communique. Le public ne sont pas définis uniquement par l'âge, mais par l'usage numérique. Quand communiquer. D'après vous, communiquer.
En pouvant communiquer communication verbale et communication non verbale. Par exemple, quand maintenant je parle avec vous, c'est une communication verbale, mais en pouvant communiquer avec des gestes, des émotions, des grimaces, en pouvant communiquer comme ça. Mademoiselle Charazade, essayez de bien poser vos questions, s'il vous plaît. Donc, il n'a pas bien compris votre question. Vous avez posé la question, quand est-ce que peut-on communiquer sur les médias sociaux? Oui, monsieur, J'ai j'ai un un compagnie, quel est le moment opportun, quel est le moment convenable où je peux, par exemple, poster un contenu sur les médias sociaux? C'est ça la bonne question. Donc, est-ce qu'il y a un temps préférable, un temps opportun? Allez, continuez. Quand communiquer, c'est-à-dire les temporalités, le moment de diffusion, le temps, c'est de l'argent. Pour les plateformes, l'attention, c'est de l'argent. Et pour les quais, on a le public numérique, c'est-à-dire comment ce public, actif ou passif, passif, c'est-à-dire consommé, récepteur, on a communauté aussi, disait le lien d'appartenance partageant des objectifs communs. On a aussi les internautes, ce sont les personnes qui utilisent régulièrement l'Internet. Donc, les internautes construisent leur identité et partagent une partie de leur identité excitémité à travers leurs échanges et comportements en ligne par l'interaction. On a le où, c'est-à-dire par quelle plateforme et par quels réseaux sociaux on diffusé ces messages et ce contenu. On a les réseaux sociaux tels que le Facebook, l'Instagram, les médias sociaux tels que les plateformes, les sites web et blogs. Donc, communiquer en ligne exige une présence stratégique, une écoute des communautés. Euh, on ajoute pour les temporalités, on a 3 temps. Temps réel, c'est-à-dire un temps rapide, réactif, par exemple live. On a le temps aussi communautaire, c'est-à-dire un temps long pour construire notre réputation numérique. On a le choix stratégique de timing, de diffusion d'un message en fonction de contexte et du public et des objectifs. Et euh, il ne suffit pas de publier ou recommander, il faut observer le rythme des communautés, le temps réel et le temps médiatique. C'est quoi le temps médiatique? C'est un temps basé ou déposé sur le média pour optimiser la réception. On a aussi le comment, c'est-à-dire la manière ou la façon utilisée pour communiquer. Par exemple, l'animation des communautés, l'interaction avec les publics, modération des échanges. On a aussi le storytelling. Donc, la communication en ligne nécessite d'animer les communautés, d'interagir avec elles, de modérer les échanges avec transparence et de mobiliser éventuellement de leaders d'opinion. D'après vous, qu'est-ce que leader d'opinion? Oui, très bien. Question, Charazade. C'est aux autres de répondre. Qu'est-ce qu'un leader d'opinion? Donc,
un leader d'opinion est une personne qui exerce une force d'attraction physique, psychologique ou sociale sur son entourage et qui dispose d'une forte crédibilité dans une catégorie de produits. Ses jugements et comportements influencent les attitudes et les choix de marque de son entourage dans ce domaine. On a aussi le combien, ressources humaines, budget, mesure de la performance. La communication numérique n'est pas gratuite. Elle implique des coûts humains, techniques, publicitaires et parfois des investissements auprès d'influenceurs. La mesure de la performance doit dépasser les simples indicateurs quantitatifs. Donc, en résumé, que la communication Donc, en résumé, la communication numérique exige une présence stratégique, une écoute des communautés. J'ai oublié une question pour vous. Quelle est la relation entre public et viralité? D'après vous, quelle est la relation entre public et viralité? Oui, Aya. Alors, je pense que le public, c'est la chose qui interagit pour avoir une viralité. Quand on parle d'une plateforme, le public est responsable de cette viralité en Instagram ou en Facebook. Ah oui, c'est-à-dire la viralité d'un contenu augmente en fonction de l'engagement et des interactions du public. Je donne la parole à je donne la parole à Boujdara pour continuer les apports. Oui, pour les limites. Non, c'est les limites. Oui. D'abord, Yousra, je parle sur les apports et après les limites. Je pense que Shahrazad a fait une erreur. Donc, concernant les apports, l'auteur adopte une approche critique, refusant les recettes toutes faites. Cela signifie qu'il ne propose pas de solution universelle. Chaque situation doit être analysée et adoptée. Elle offre un cadre méthodologique solide et adaptable via les 7 questions clés. Elle présente une méthode structurée basée sur ces questions essentielles permettant de concevoir une stratégie numérique claire et flexible selon les publics et les objectifs. Et il soulève la dimension éthique, collecte de données, exploitation des émotions, travail numérique. L'auteur insiste sur les enjeux moraux numériques, respecter les données personnelles et considérer sur les conditions de production de contenu. Et finalement, il illustre ses idées avec des exemples récents, Oasis, Burger King. Il illustre ses idées avec des exemples et ces exemples concrets montrant comment les stratégies numériques pouvant être appliquées efficacement pour capter l'attention et engager le public. Oui, à vous la parole, Yousra.
Oui, pour les limites, sont les obstacles qui réduisent son efficacité et à sa capacité à s'adapter au public, aux évolutions rapides du numérique et au contexte culturel. Premièrement, public trop large. L'auteur s'adressait à la fois aux étudiants, aux professionnels et aux organisations. Cette diversité de public l'obligeait à rester parfois générale, ce qui limite l'approfondissement de certains concepts ou méthodes spécifiques à un seul public. En cours, le contenu est trop général pour répondre précisément aux besoins d'un étudiant ou d'un professionnel. Deuxièmement, la donnée statistique rapidement dépassée. Les statistiques utilisées reposant sur des études réalisées à un moment précis. Or, les usages numériques évoluent très vite, ce qui peut rendre certaines données moins pertinentes avec le temps. Par exemple, des statistiques sur Facebook deviennent moins pertinentes avec les sources de TikTok. Et troisièmement, la manque de style pratique détaillé. L'auteur expliquait les concepts et les enjeux, mais on ne fournit pas toujours des guides pratiques ou des procédures détaillées permis une application immédiatement sur le terrain. En expliquant l'importance de e-reputation sans dire comment la gérer concrètement. Et enfin, la focalisation sur la France. L'analyse s'appuie principalement sur le contexte français. Cela limitait la transposition directe des conclusions à d'autres pays ayant des cultures numériques ou des règlements différents. Oui, si les règles françaises ne s'appliquent pas forcément aux autres pays. Je reste la parole. Oui, donc en conclusion, le chapitre souligne que l'élaboration d'une stratégie de communication numérique efficace nécessite une compréhension approfondie des évolutions du web tout en conservant une posture critique. L'émergence du web affectif place les émotions et les expériences des utilisateurs au centre de l'analyse, offrant de nouvelles possibilités de personnalisation, mais soulevant également des enjeux éthiques liés à l'exploitation des données émotionnelles. Dans ce contexte, est-il possible de communiquer efficacement sans chercher à influencer les émotions des publics? À vous la question. Merci, mademoiselle Shahrazad, mademoiselle Hind et aussi mademoiselle Yousra pour votre présentation que je la trouve au niveau de la forme très très intuitive. Donc, sans trop tarder, je vais passer la parole à vos collègues s'ils ont des observations à faire, des critiques ou même des compliments. Allez-y, donc toute personne veut réagir à la présentation, lève la main et je vais lui donner la parole. Monsieur, je ne vois pas tous les... Monsieur Anas a levé la main et quelqu'un d'autre. Là, quelqu'un d'autre, c'est qui l'autre? Non. Et Belish Marwa. Donc, deux personnes ont levé la main. Allez-y, Anas. Donc, celui qui va intervenir, s'il vous plaît, qu'il allume sa caméra, bien sûr, son micro et intervienne dans le vent de la discussion. Essayez de revenir sur la carte conceptuelle, mademoiselle Hind. Qui a projeté la présentation? C'est Hind? Oui, monsieur. Oui. Essayez de revenir sur la carte conceptuelle, s'il vous plaît. Allez, c'est bien. Allez-y, on passe à Belish Marwa. Marwa. Oui, bonsoir. Je vous remercie, Hind, Yousra et Shahrazad, pour votre présentation. Hind, essayez de fermer votre micro, s'il vous plaît. Essayez de laisser seulement mon micro et celui de l'intervenant ou de l'intervenante.
Hind, tu projettes, essayez de projeter la présentation, D'accord, monsieur. ok, et de fermer votre micro. À vous la parole, mademoiselle Marois. D'abord, je vous remercie, Lydie, pour votre présentation pertinente. C'était clair et une bonne explication. J'ai une petite question pour leader d'opinion. Est-ce que leader d'opinion est on peut parler que cette personne est influenceur de personnes ou un autre concept? J'ai pas bien compris. Allez-y, vous avez une réponse, les filles? La question de votre camarade était la suivante. Est-ce qu'un leader d'opinion s'agit-il bel et bien d'un influenceur dans notre contexte actuel? Ou c'est autre chose? Oui, il est influenceur agit principalement par sa visibilité, sa popularité et sa capacité à mobiliser un large public, souvent sur les réseaux sociaux. D'accord, merci. Donc, s'il vous plaît, donc c'est un influenceur. Oui. Et cette influence peut être positive, telle que la sensibilisation, l'information, la mobilisation, mais aussi être négative. S'il diffuse des contenus fausses et pas fiables, il est donc essentiel que la communauté garde un esprit critique face à leur message. C'est bon, mademoiselle Shahrazad. Normalement, il ne faut pas poser une telle question, à savoir que la définition des leaders d'opinion, il est bien défini par Camille Alouane dans son article, dans son l'article en question. Normalement, vous avez tous et toutes lu attentivement cet article. Il ne faut pas poser une telle question. Et je pense que M. Kao, plutôt Alouane, n'a pas écrit d'une manière explicite influenceur, il a écrit leader d'opinion tout simplement. Donc, oui, dans notre contexte actuel, on peut comparer ou faire une analogie entre un leader d'opinion, bien sûr, et un influenceur. Et ça reste, comme l'a dit Shahrazad, que ce soit dans le sens positif ou négatif, suivant sa définition. Donc, c'est toute personne qui exerce une force psychologique, une force d'opinion, voilà, sur des autres, ayant sa crédibilité, ainsi de suite. Vous avez la définition qui est claire dans son article. Allez-y, d'autres interventions, d'autres observations, s'il vous plaît. Il y en a 3 en attente. Je ne sais pas qui, donc... qui a levé la main? Imam, vous avez une question? Et Monsieur El Kharraz. Allez-y, Imam. Oui. D'abord, merci pour la présentation. Vous avez fait un bon travail. Dans la question de quand, je pense, Shahrazad, tu as dit l'attention, c'est de l'argent. Tu peux expliquer, s'il te plaît? Oui. C'est une phrase qui est empruntée sur l'article de Camille Alouane.
Et ça veut dire les plateformes numériques gagnent l'argent grâce au temps et à l'attention des utilisateurs. J'ai copié-collé la phrase dont elle a parlé Shahrazad tout à l'heure dans la section chat. Vous pouvez la lire. Si le temps, c'est de l'argent, alors pour les plateformes web, l'attention, c'est de l'argent. Tout simplement, ce qu'on peut, le souci ou l'enjeu central des plateformes, c'est quoi? C'est de capter l'attention, bien sûr, des publics. C'est ça ce que l'auteur veut véhiculer à travers cette analogie. La dernière fois, on a parlé de l'argument par analogie, n'est-ce pas? Si vous vous rappelez. Donc, c'est la même chose. Il a fait une comparaison entre ce dictant, le temps, c'est de l'argent, avec l'attention, c'est de l'argent. Oui, d'autres. Je passe maintenant à Monsieur Kharaz. Vous avez levé la main, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui. D'abord, merci beaucoup pour votre présentation. C'était très enrichissant et cela permet de mieux saisir les enjeux de notre identité sur Internet. Mon question, vous avez mentionné les traces calculées produites par les algorithmes. Selon vous, gardons-nous réellement le contrôle sur notre identité numérique ou est-ce que l'algorithme qui finit par la définir à notre place? S'il vous plaît, El Kharraz, répétez votre question. Vous avez mentionné les traces calculées. Selon Oui. vous, gardons-nous réellement le contrôle sur notre identité numérique? Est-ce que l'algorithme qui finit par la définir à notre place? Oui, parce La question est qu'on destinée a à la tout le monde. volontaire, c'est la volontaire, c'est nous qui fait l'interaction de lui-même. Mais la trace calculée, c'est la plateforme, c'est l'algorithme, ce que les machines déduisent de vous. J'espère que j'ai répondu à ces questions, Mohamed. Monsieur Khelfaoui, vous avez levé la main? Oui, monsieur. Monsieur Mohamed a parlé sur la traçabilité ou notre traçabilité sur Internet. Donc, nos déchets de navigation ou d'utilisation des réseaux sociaux. Est-ce qu'ils ces déchets, est-ce qu'ils créent notre identité numérique? Donc, tu peux confirmer, Mohamed. Donc, toujours, on dit que tout ce qui est entré dans l'Internet, il ne se supprime pas. Donc, ils ne disparaissent pas. Donc, tous les données, tous les données, les mots m'échappent. Donc, tous les données entrées dans The big data. Donc, oui, C'est ce sont. Oui, monsieur. Ah, oui. Tu peux continuer, Yossara.
Oui, merci, Monsieur Mohamed. Donc, est-ce qu'il y a d'autres observations, d'autres questions, d'autres ajouts, s'il vous plaît? Je vois la main de Mademoiselle Tissam levée. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? J'ai seulement, tout d'abord, je vous remercie pour votre présentation. J'ai seulement une remarque. Vous êtes mentionné les mots, vous n'êtes pas mentionné les mots-clés et Vous n'avez les pas outils. mentionné. Vous êtes, Vous pardon? n'avez vous n'avez pas mentionné, et non pas vous n'êtes pas mentionné. C'est bon. Vous n'avez pas mentionné, D'accord. c'est bon? Vous n'avez pas mentionné les mots-clés et les outils. Vous êtes seulement expliqué. J'ai pas compris ta question. Je sais pas si C'est pas une question, c'est seulement une remarque car, une remarque. pardon? Une remarque, Une remarque car c'est bien. je pense Yusra et Shahrazad, Yusra il explique les mots-clés mais il mentionne pas. La même chose pour Shahrazad, il explique les outils mais il mentionne pas. Bon, merci, Est-ce que, Tissam. Allez-y, oui, Sharazad. est-ce que dans la carte conceptuelle, Non, dans le slide 6, je pense, ou 5. il y a les concepts clés? Il y a seulement l'explication les concepts clés. Et Youssara, il donne des explications. Il dit oralement les mots-clés, mais il n'est pas mentionné dans la présentation. Il mentionne seulement l'explication des mots-clés, je pense. C'est bon, merci pour ton observation, Mademoiselle Ibtissam. Donc, je vais passer à Monsieur Khloufaoui pour, comme dernière observation, pour passer, bien sûr, à vous donner quelques observations sur votre travail. Allez-y, Monsieur Khloufaoui. Donc, nous vous remercions nos amis pour leur présentation. Oui. Donc, on a encore des remarques sur la prononciation, des outils, exactement le mot outil. Monsieur Younes a corrigé ce mot et je pense que tous les profs a corrigé ce mot. Pas utile, c'est outil. Ou aussi pour le mot guide, pas guide. Et pour l'introduction aussi, Monsieur Younes, dans la séance précédente, a mentionné que qu'on ne peut pas citer, donc c'est préférable, il doit être donc inclus. Monsieur Khloufaoui, je ne sais pas si vous avez un problème de connexion, que c'est chez moi seulement ou même chez les autres. Merci de me confirmer, parce que j'ai pas entendu la voix de Monsieur Khloufaoui a été entrecoupée. Oui, monsieur, moi aussi. C'est bon. Donc, oui, essayez de vérifier votre connexion, s'il vous plaît. Donc, je pense qu'il a parlé notamment d'une observation très, très, bien sûr, pertinente. C'est bien sûr les erreurs que vous faites généralement au niveau de la présentation, au niveau de l'oral. Donc, bien sûr que on est là pour se progresser, pour parler, pour oser prendre la parole au public. Ce n'est pas une tâche facile, c'est difficile. Mais il y a des choses qu'on peut pas, qu'on peut les éviter, tout simplement. Ce sont des erreurs banales. Je sais qu'il y a parmi vous des anglophones, mais quand même, il y a des mots, comme il l'a dit à titre d'exemple, des outils et non pas des outils. Le L ne se prononce pas à la fin. Aussi, on dit une erreur et une faute et non pas une erreur. C'est bon. Il y a une confusion toujours qui persiste, que ce soit au niveau de l'écrit, que ce soit au niveau de l'oral, au niveau de l'utilisation de certains auxiliaires, à savoir être et avoir, et bien d'autres. Mais
il faut voilà, reconnaître déjà qu'il y a un travail à faire au niveau de la langue, bien sûr. Il faut bosser et travailler sur ce point et vous arrivez, bien sûr. Maintenant, je vais passer, bien sûr, à vous donner quelques observations. Mademoiselle Hind, essayez toujours de me projeter la carte conceptuelle que vous avez réalisée au sein des slides. Donc, je vais revenir voilà, à votre travail que vous avez déposé sur la plateforme. Donc, je cherche votre travail. Non. Monsieur, j'ai modifié le travail. C'est bon, donc je vais analyser un peu le travail qui est sous mes yeux. Donc, compte rendu, je ne veux pas bien sûr me redire les choses qu'on a fait la dernière fois. Sur le compte rendu, donc j'ai dit que la totalité, je dis, de la classe n'ont pas fait un compte rendu dans un article scientifique. On a parlé de la méthodologie bien structurée, hiérarchisée, que ce soit la session précédente, que ce soit en présentiel. Et je pense qu'on s'est mis d'accord plutôt sur la manière dont il faut aborder ce genre de travaux académiques, s'il vous plaît. Donc, à ne pas lire les mêmes observations, donc toujours une introduction cohérente. Il ne faut pas mentionner introduction en gras comme ça, explicitement. Donc, il faut tout simplement faire entrer ou introduire le lecteur dans le bain de votre réflexion. C'est à moi, comme lecteur, de détecter qu'il s'agisse, bien sûr, d'introduction. Le développement, la même chose, c'est là où vous essayez de commencer par les bases théoriques et les concepts et les notions mobilisées par l'auteur. Aussi de parler dans un autre paragraphe sur la méthodologie adoptée, si vous avez une méthodologie bien sûr adoptée dans l'article en question. Et bien sûr de relater, de synthétiser bien sûr les résultats les plus importants de l'article et d'élucider un peu les apports de cet article dans votre champ, bien sûr, de formation ou d'études. Et bien sûr, toujours, on peut finaliser par un regard critique sur l'article en évoquant, bien sûr, ses limites, que ce soit théorique, que ce soit méthodologique. Et je vois déjà que dans votre présentation, vous avez essayé quand même de respecter les recommandations que j'ai données la dernière fois, à savoir que vous avez parlé à la fin de vos slides de diapositives, une diapositive qui parle sur des apports de l'article, c'était très bien, et l'autre diapositive évoquée par mademoiselle Yosra, dont il a parlé des limites. Bon. Et déjà parmi les limites qu'elle a mentionnées, c'est que l'article en question de Camille Lalouin, il se focalise beaucoup plus sur le contexte français, ce qui, bien sûr, empêche de généraliser, bien sûr, ces constats, ces résultats sur le monde entier ou dans d'autres contextes qui présentent des règles, bien sûr, bien différentes. C'est très bien. Donc, au niveau de la présentation, c'était une présentation déjà, à mon sens, intuitive. Vous avez respecté la charte graphique, c'est bien. Et vous avez commencé le plan par une carte conceptuelle, et c'est très bien. Déjà, c'est la technique que sur Dolly, je me rappelle toujours, a toujours mis le point sur cette technique de commencer votre présentation par une carte conceptuelle et sous forme de questions. C'est-à-dire le plan, chez M. Kdori, ça se voit comme un questionnement. C'est bon? Question, 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. C'est le plan pour M. Kdori.
Et il a insisté beaucoup sur le fait de commencer déjà une présentation par une carte conceptuelle et de terminer votre réflexion, votre présentation par une autre carte conceptuelle, une carte mentale. Et c'est très bien. Donc, un plan qui se lit dans le sens voilà, des aiguilles d'une montre, c'est très bien. Et je vois que vous avez modifié dans les slides votre carte conceptuelle parce que ce n'est pas celle-ci que vous avez déposée sur la plateforme. La carte conceptuelle que vous avez déposée sur la plateforme, c'est vraiment un travail de, comment dirais-je, une panoplie de mots qui sont incrustés dans des cercles et qui ne sont pas même justifiés ou alignés. Il y a trop de texte, il y a des couleurs qui me gênent dans la vision. Il y a un noyau déjà qui est un noyau qui est joint par un texte. Donc, on dirait que vous avez créé une forme et puis comme si vous étiez en train de faire copier-coller du texte de l'article et de l'incruster, bien sûr, sur votre carte. Il était trop chargé et qui n'est pas intuitif, qui ne donne pas, en ce sens, l'appétit et l'envie de la lire, de la survoler, de la visualiser. Et j'ai dit que la carte conceptuelle, la dernière fois, des garçons, de M. Khilfaoui et ses camarades, c'était la carte conceptuelle, à mon sens, qui est la plus représentative de l'article et ça se voit qu'il y avait un travail. Et je vois la même chose, qu'il y a une progression au niveau de cette carte conceptuelle. C'est pourquoi j'ai dit à Mademoiselle Hind de la projeter devant vous. Donc, il est intuitif. Il y a, bien sûr, je vois des pictogrammes où, pourquoi, comment, et bien sûr, combien, comment vous avez mis les pictogrammes ou des objectifs. Bien sûr, il y a des formes. Les formes ne sont pas trop chargées, même s'il y a donc les cadres en blanc sont un peu chargés, donc il faut bien sûr décortiquer si vous trouvez que vous allez copier tout un texte qui va gêner, qui va pas donner l'envie de lire ou qui va diminuer en ce sens la créativité ou l'intuitivité de votre carte. Donc, essayez de la décortiquer en d'autres formes et c'est bien. Aussi, il y a ce que j'ai constaté d'après votre présentation, vous avez relu normalement l'article en question parce que on a vraiment une comparaison ou une analogie paradoxale. Le travail que vous avez fait durant la semaine lorsque vous avez déposé les travaux, je parle ici à toute la classe, le travail que vous avez fait, c'est un travail artificiel. Et je le répète, je ne cesse de dire la chose, ça se voit. Et là, l'article VG et vos productions VG. Il n'y a pas vraiment un lien, il n'y a pas une cohérence. On dirait que vous avez lu un autre article. Et c'est déjà l'erreur que fait généralement l'intelligence artificielle générative. Oui, il nous aide, il nous donne des choses, bien sûr, c'est intelligent, entre parenthèses, mais parfois il commence à halluciner. Et ces hallucinations, je les trouvais dans vos comptes rendus, c'est-à-dire des idées qui ne sont pas inspirées en ce sens ou tirées de votre lecture de l'article. Mais pour cette présentation que vous avez fait aujourd'hui, c'est déjà un travail de relecture, c'est-à-dire vous avez relu voilà, votre article et le fruit c'était quoi? C'était cette présentation qui a abordé plusieurs notions mobilisées par l'auteur. Et la preuve c'était quoi? C'était que vous avez par exemple évoqué la leader d'opinion et les autres n'ont pas compris généralement c'est quoi un leader d'opinion.
Vous avez aussi posé une autre question, quelle est la relation entre viralité et public? Donc, ils n'ont pas compris la notion de viralité. La preuve qu'ils n'ont pas lu attentivement l'article. Et je vais vérifier à la fin de cette séance plusieurs, bien sûr, notions qui ont été évoquées par Camille Lalouin et bien sûr que vous n'avez pas évoqué ni dans votre compte rendu, ni dans vos cartes. Et c'est très important. Bon, donc je m'arrête sur ce point pour passer à l'autre groupe qui passe directement à nous projeter sa présentation et on déclenchera bien sûr un débat à la fin de cette session. Merci Shahrazad, Hind et Yusra. Et je passe au groupe 5. Allez-y, donc c'est à vous la parole. Bonsoir à tous et à toutes. Nous allons présenter un chapitre intitulé La communication numérique, écrit par Camille Lalouin. Cette présentation s'inscrit dans le cadre de parcours d'excellence communication et éducation numérique. Nous allons l'expliquer les idées principales du chapitre de manière simple et structurée. Voici le plan de notre présentation. Nous allons commencer par une introduction, puis expliquer les objectifs du chapitre. Ensuite, nous verrons pourquoi communiquer sur le web, quels sont les publics numériques, quel type de contenu utiliser et comment communiquer, ainsi que la question du temps et des coûts. Enfin, nous terminerons par une conclusion. D'abord, on a introduction. La communication est un travail de long terme, centré sur l'échange avec les publics. La communication numérique occupe une place centrale dans les organisations. La communication numérique est devenue très importante aujourd'hui. Les organisations utilisent le web et les réseaux sociaux pour communiquer avec leur public. Le web et les réseaux sociaux sont transformés les pratiques de communication. Camille Lalouin propose une réflexion. Oui, j'ai dit que Camille Lalouin propose une réflexion critique et stratégique sur ces parties. Dans ce chapitre, Camille Lalouin montre que la communication numérique ne se limite pas à être présent en ligne, mais qu'elle doit être réfléchie et stratégique. Par exemple, une entreprise peut avoir un compte Instagram, mais sans stratégie, ses publications n'auront aucun impact. Suivant, le next. On a l'objectif du chapitre. L'objectif principal on a comprendre la communication numérique. L'objectif principal de ce chapitre est de nous aider à comprendre comment construire une bonne stratégie de communication numérique, aller au-delà d'une simple présence en ligne et construire une stratégie adaptée au public, favoriser l'échange et l'interaction. L'auteur insiste sur le fait qu'il ne suffit pas de publier des messages, mais qu'il faut penser au public, au contenu et objectif. Il invite aussi à dépasser la recherche du buzz pour privilégier l'échange et la relation avec les publics. Par exemple, faire le buzz une seule fois ne garantit pas une bonne image sur le long terme. Et on a pourquoi communiquer sur le web. À vous la question. Oui, Assia? Pour partager des connaissances, des informations, créer des liens. Oui, très bien. Il y a quelqu'un d'autre? Oui, ailleurs?
Alors, dans l'article de Camille Allouin, il a cité que 40, bon, on va parler de l'exemple de France, mais c'est la même chose. 86% des Français utilisent le net. Donc, communiquer sur le web, c'est quelque chose qui est important pour les organisations, pour s'aider leur public, je pense. Très bien, c'est ça. Euh, Il y a quelqu'un d'autre ou... on sait. Bon, on communique sur le web parce que les publics y sont massivement présents. Euh, le web permet d'interagir, de dialogue et de créer une relation avec les internautes. Cependant, l'auteur rappelle que communiquer en ligne doit s'inscrire dans une stratégie à long terme et pas seulement dans des actions ponctuelles. Par exemple, une marque répond aux commentaires et messages privés pour renforcer la relation avec ses clients. Et je passe le parole à Monsieur Ayman. Bonjour à tous. Alors, pour commencer, nous allons expliquer la communication numérique. Il est essentiel de bien comprendre les publics numériques car ils ne se comportent pas Monsieur comme... Ayman, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez activer votre caméra, s'il vous plaît? L'intervenant doit toujours activer sa caméra normalement. Allez-y. Pas comme les publics traditionnels. Sur le web, chaque individu possède une identité numérique, c'est-à-dire une image de lui-même en ligne. Cette identité peut être déclarative, par exemple quand une personne remplit son profil ou écrit une biographie. Il peut aussi être agissante à travers les actions comme liker et commenter ou bien partager du contenu. Enfin, il peut être calculé car certaines plateformes analysent les données de l'utilisateur à l'aide d'algorithmes. On parle aussi de la notion d'extimité qui correspond au fait de rendre public une partie de sa vie privée sur les réseaux sociaux. Les publics numériques ouvrent souvent sont de communautés en ligne, mais ces communautés sont instables. Ils peuvent disprêter rapidement, ce qui demande un travail constant et d'animation. Enfin, il existe le phénomène de viralité où un message peut se diffuser très rapidement auprès d'un grand groupe, d'un grand nombre de personnes, parfois de manière imprévisible. Next slide. Les messages numériques doivent être pensés pour le public. On ne parle pas de la même façon selon l'âge, la plateforme ou les habitudes d'internautes. C'est pour ça qu'il faut une stratégie éditoriale, définir le temps, les thèmes et les objectifs. On peut utiliser différents types de contenus, le texte pour expliquer, l'image pour attirer l'attention et les vidéos qui étaient très engageants aujourd'hui. Next slide. La contenu passant par différentes plateformes comme YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Chacun avec ses usages et son public. Il y a des espaces publics et semi-publics et privés. Je passe la parole à M. Mohamed Zahir. Donc, salam alaikum.
Monsieur Younes, j'utilise un PC bureau qui n'est pas un webcam. Est-ce que c'est normal? C'est pas grave. Ok, merci. Donc, avant de préparer cette part, j'ai une question pour mes camarades. Pensez-vous l'utilisation des réseaux sociaux soit facile et que tout le monde sache s'en servir? Tu peux répéter la question, s'il vous plaît? Euh, Pensez-vous que l'utilisation des réseaux sociaux soit facile et que tout le monde sache s'en servir? Allez-y, monsieur Khulfaoui, il a levé la main, allez-y. Pour les réponses, Donc, il faut réagir directement, sans attendre ma permission, ok? ok. L'utilisation des médias numériques, je ne pense pas qu'il est accessible pour tout le monde et quelqu'un peut l'utiliser. Et c'est ça ma réponse. D'accord. Quelqu'un d'autre? D'accord. Donc, utiliser les réseaux sociaux n'est On pas... peut dire que Ok, d'accord. Vas-y, petit ça. euh, on peut dire il est facile, on peut dire il est difficile, mais l'utilisation d'un outil à chaque fois, il est d'après le temps, ça sera facile pour D'accord. l'utilisation. Alors, utiliser les réseaux sociaux n'est pas aussi simple qu'on le croit. Il faut savoir que l'on dit qui va le voir, quand publier et quand s'abstenir. C'est bien plus compliqué qu'il n'est pas. Donc, la communication numérique ne dépend pas seulement de ce que l'on publie, mais aussi du moment où l'on publie. Les publics ne sont pas connectés en même temps et les algorithmes des plateformes influençant la visibilité de contenu. Un message peut être vu immédiatement, plus tard, ou parfois pas du tout. C'est pourquoi il est important d'observer les habitudes du public et de choisir un bon rythme de publication. La communication numérique doit s'inscrire dans une logique de long terme. Ah, d'accord. Une autre question. Vous pensez que l'utilisation des réseaux sociaux, c'est gratuit? Non. Pourquoi? Euh, qu'on inscrit dans un réseau social, on donne des informations personnelles. C'est ça. Donc, comme M. Zimani l'a dit, rien c'est gratuit. Donc, soit vous payez un abonnement ou des publicités ou d'autres choses, soit vous payez avec vos données et vos informations. Donc, la communication numérique n'est ni gratuite ni toujours efficace. Elle nécessite des ressources humaines, des outils techniques et parfois un budget financier, notamment pour la publicité en ligne. Les plateformes contrôlant aussi la visibilité de contenu à travers leur algorithme. Ce qui limite le contrôle des organisations, il existe également des enjeux éthiques liés aux données personnelles et à la vie privée. Il est donc essentiel de planifier une stratégie responsable et réaliste. Donc,
Cette carte conceptuelle résume les éléments essentiels de la communication numérique. Elle montre le lien entre les objectifs, les publics, les messages, les plateformes, le temps et les méthodes et les coûts. Tous ces éléments sont interconnectés et doivent être pensés ensemble pour construire une stratégie efficace. Elle permet de visualiser que la communication numérique est un système global et cohérent et non suite d'actions isolées. En conclusion, la communication numérique est un processus stratégique et réfléchi. Elle demande une bonne compétence du public, des plateformes, des contenus, des temps et des coûts. Il ne s'agit pas simplement d'être présent en ligne, mais de construire une relation durable avec l'internaute. Camille Lalouin montre que la réussite repose sur l'adaptation, la cohérence et l'interaction humaine. Merci. Merci, Monsieur Mohamed, Monsieur Kharraz et Monsieur Ayman pour votre présentation. Je la trouve de même enrichissante et pertinente et attractive, bien sûr, au niveau de la forme. Comme d'habitude, je ne veux pas redire ce que vous avez fait aussi au niveau des comptes rendus. Donc, c'était loin d'un compte rendu d'un article, même aussi au niveau de la carte conceptuelle. Donc, si vous pouvez revenir, s'il vous plaît, au slide de la carte conceptuelle, c'est la carte que vous avez déposée sur la plateforme déjà. Essayez de revenir à la carte conceptuelle. Voilà. Donc, ce n'est pas une carte conceptuelle déjà. C'est bon. Donc, vous avez transposé les mêmes questions. Votre carte manque plusieurs éléments, que ce soit au niveau de la forme, que ce soit au niveau de l'architecture déjà de la carte, ainsi de suite. Donc, les cartes conceptuelles à venir doivent être loin de cette architecture qui est simple, très très simple et pauvre déjà. Et même au niveau de son architecture, donc il n'est point intuitive. Et parce qu'on a dit que le rôle principal de la carte conceptuelle ou de la carte mentale, en général, c'est quoi? C'est cette dimension d'intelligibilité, c'est-à-dire c'est de gagner en fonction de la compréhension de l'article, mais aussi de organiser les choses, d'avoir une idée sur les concepts clés mobilisés dans l'article, les liens entre eux. Et bien sûr, il faut quand même assurer cette dimension créative dans la création des cartes. À part ça, vous avez bien sûr mentionné plusieurs notions que les autres n'ont pas mentionnées, à savoir la notion d'extimité. Donc, on va revenir sur ce concept à la fin de la session. Aussi, le concept de viralité, c'est très bien. Et votre présentation a été, bien sûr, enrichissante au niveau d'information. Et pour ne pas perdre du temps, parce que le temps ne permet pas de passer voilà, aux observations des autres collègues, on va passer directement au groupe 6, le dernier groupe pour qu'elle présente son travail. Et on va garder un quart d'heure de discussion et 21 minutes de discussion à la fin de cette session. Allez-y, le dernier groupe, c'est qui les membres du groupe? أسيا تحس حفصة القرماط et سكالي عبد العزيز. Allez-y, donc quelqu'un de vous essaie de projeter sa présentation. Merci, Monsieur Kharraz, de
essayez de donner votre projection pour que les autres puissent partager. Bonsoir, monsieur. Ok. Allez-y les filles, mademoiselle Hafsa. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter un exposé autour de la communication numérique présenté par moi-même, Touhs Assia et Soukali Abdelaziz, encadré par Monsieur Azimani Toufiq et Monsieur Allah Younes. Voilà le plan qu'on a abordé, une introduction pour vous donner une idée générale avant de plonger dans les détails. Après, on va expliquer pourquoi la communication numérique est importante, à qui elle s'adresse, quel contenu utiliser, où, quand, comment communiquer et combien cela coûte. On commence par une petite introduction. Aujourd'hui, Internet s'impose comme un espace incontournable d'échange et de visibilité. Les organisations s'appuient sur les médias sociaux pour diffuser de l'information, dialoguer avec leur public et renforcer leur image. Suivez, Monsieur Aziz. En passant à la première question, c'est pourquoi communiquer numériquement? La communication numérique est importante parce que les publics sont déjà présents en ligne. Le web permet l'interaction, la participation et l'engagement. Il aide aussi les organisations à construire leur image et leur crédibilité. Aujourd'hui, être simplement présent sur Internet ne suffit plus. Il faut une vraie stratégie. Et pour la deuxième question, c'est qui sont les publics? Les publics de la communication numérique sont les internautes, les clients, les citoyens, les étudiants et les communautés en ligne. Ce sont des publics actifs qui réagissent, commentent et partagent les contenus. Il est donc important de bien les connaître pour adapter la communication. Je passe la parole à Monsieur Aziz. Merci. Tout d'abord, quand publier, premièrement, selon l'activité des publics, il n'existe pas de moment idéal valable pour tout le monde. On passe à ensuite, selon les usages, selon les usages et les communautés, c'est le bon moment dépend de l'activité des publics, de leurs habitudes et des communautés. Et enfin, pas d'heure universelle. C'est pour cela qu'il faut analyser les usages avant de publier. Je passe la parole à Assia. Alors, quel contenu diffuser? Les contenus diffusés peuvent être des textes, des vidéos ou bien des images. Ils doivent être adaptés au public, ciblés et rester cohérentes avec des images organisées. Le choix du contenu est essentiel pour attirer l'attention et transmettre des messages. Le texte, par exemple, sert à expliquer ou informer. Par exemple, une université peut publier un texte pour annoncer la date d'inscription ou bien expliquer une nouvelle formation. Les images attirent rapidement l'attention. Par exemple, une école peut partager des photos d'une activité ou bien d'un événement pour la vie de campus. Les vidéos très engageantes et faciles à partager. Exemple, une courte
vidéo présente les témoins d'étudiants ou une visite virtuelle de l'établissement. Où on communique. La communication numérique se fait principalement sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, YouTube et Twitter. Chaque plateforme ses propres règles et son propre public. Il faut donc choisir les plateformes les plus adaptées aux objectifs de communication. Par exemple, on utilise Facebook pour informer et créer une communauté. Par exemple, une université publie une annonce facilement ou un événement et les étudiants peuvent commenter ou bien poser des questions. Sur Instagram est basé sur des images et des vidéos. Par exemple, une école partage des photos d'activités ou bien des stories pour montrer la vie quotidienne de campus. Et YouTube, c'est dédié aux vidéos plus longues. Je laisse la parole à Abdelaziz. Ensuite, comment communiquer efficacement? Premièrement, publier régulièrement. Pour bien communiquer, il faut publier régulièrement et encourager les interactions. Deuxièmement, encourager les interactions. Il est aussi important de répondre aux commentaires et de modérer les échanges. Troisièmement, passer à la répondre aux communautaires. Cela permet de créer une relation de confiance avec les publics et finalement modérer les échanges. Je passe la parole à Hafsa. Combien ça coûte? Certainement, ce que l'on pense, la communication numérique n'est pas gratuite. Elle nécessite du temps, la création de contenu et parfois des publicités en ligne. Il est donc important d'évaluer les résultats par rapport aux objectifs fixés. C'est bon. Et finalement, pour conclure, la communication numérique ne se limite pas à une simple présence sur les réseaux sociaux. Elle demande une stratégie claire, des moyens et une adaptation consentant au public. Et c'est ça, merci pour votre attention. Merci, monsieur. Voici une carte conceptuelle qui schématise la présentation. C'est bon, gardez cette carte conceptuelle, essayez de la zoomer un peu et on va céder la parole aux observations. Ben, donc merci pour votre présentation, mademoiselle Sia, monsieur Abdelaziz et mademoiselle Hafsa. Ben, donc la première des choses, la première observation que tout le monde, bien sûr, peut faire sur votre présentation, c'est une présentation déplacée qui n'est point académique. Donc, il faut toujours, pour présenter, que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne, soit de faire une présentation via PowerPoint, la moindre des choses, soit sur Canva, soit sur Prezi, en tout cas. Vous avez plusieurs outils. Mais de procéder... Comment? C'est une présentation de Canva. Canva converti en PDF. Oui. C'est bon. Donc, la version PDF n'est point pratique. On ne peut pas présenter à travers un PDF. Ce n'est point pratique. OK? Donc, il faut bien sûr procéder avec la présentation de Canva directement. Bien sûr, votre compte rendu, j'ai déjà fait l'observation.
Mais pour vous spécialement, recherchez votre compte rendu. Ben, réalisé par Soukali Touhsas et Ashori Iman, je pense qu'elle a quitté, c'est bon. Donc, votre compte rendu que vous avez déposé sur la plateforme, il est à 100% artificiel. La chose qui m'a surpris, qui m'a étonné, je sais que vous utilisez l'intelligence artificielle générative, mais quand même, il faut utiliser intelligemment. Il ne faut pas utiliser l'intelligence artificielle dans un tel contexte, un contexte bien sûr authentique. Et ce que vous faites, c'est seulement de copier-coller. Même le format, la mise en page de votre compte rendu, c'est artificiel. Vous avez gardé les mêmes signes, les mêmes pictogrammes, la même police de chat. Généralement, c'est ChatGPT, je pense, ou DeepSeek. Bon, donc, s'il vous plaît, à éviter le genre de rédaction artificielle.